justement, avant de passer à tout cela, j'aimerais aussi préciser que le ministre de l'Intérieur, le général Magdi Abdel Ghaffar, a aussi affirmé que tout effort déployé de la part des forces de sécurité vise exclusivement à servir à l'intérêt du pays et du peuple tout en respectant les principes des droits de l'homme. Ces déclarations ont été donc faites lors des visites sur place effectuées à l'improviste par M. Abdel Ghaffar, qui a aussi en fait inspecté les services de sécurité installés dans les places principales des gouvernorats du Caire et de Gizeh. Le ministre Abdel Ghaffar s'est rendu sur les places El Tahrir, Mustafa Mahmoud, Nahda et Talat Harb. Tout de suite, je vais vous proposer un commentaire sur la révolution du 25 janvier et comment est-ce que cette révolution a changé l'Égypte. Tout de suite, donc, un commentaire signé Dalia Karam. On se retrouve juste après pour commencer la partie de l'émission. Donc, à tout de suite. Le 25 janvier n'est pas une journée normale dans l'histoire de l'Égypte à l'époque de l'occupation britannique. C'était en fait une date inoubliable qui témoignait de l'intrépidité et du courage des hommes de la police égyptienne. Ces héros vaillants ont décliné fermement de remettre la vie d'Ismaïlia aux forces britanniques et décida de lutter jusqu'au bout, bien qu'ils ne soient pas nombreux et qu'ils ne possédaient que de faibles armes. Mais ces faucons étaient armés d'une intrépidité indicible et d'un sentiment de patriotisme qui hantait et leur cœur et leur esprit. Ils se lançaient dans une bataille inique et se sacrifiaient cœur et âme pour sauvegarder leur ville. Lors de cette journée historique, la police égyptienne perdait un grand nombre parmi ses rangs, alors que des centaines tombaient morts. Mais ces martyrs signaient par leur sang la gloire de toute l'Égypte, non seulement de leur vie d'Ismaïlia, par leur résistance et leur coopération pour lutter contre les forces de l'occupation qui sont venues pour usurper nos territoires. Aussi, la police égyptienne décide-t-elle de choisir cette date comme leur fête pour que cet événement héroïque demeure gravé dans les esprits des futures générations de la police, mais aussi de tous les Égyptiens. La bataille d'Ismaïlia est en effet un chapitre substantiel dans l'histoire de la lutte nationale acharnée à l'époque de l'occupation. La bataille d'Ismaïlia a été une preuve indéniable de la coopération entre les forces de la police et les habitants de cette ville pour lutter contre les forces de l'occupation, quel que soit le prix à payer. L'essentiel est de sauvegarder leur dignité et leur liberté. Se rendant compte que les commandos poursuivaient leurs activités dans la ville d'Ismaïlia grâce à l'assistance de la police et sa protection, les Britanniques décidaient donc d'évacuer la ville des forces de la police pour que les civils deviennent une proie facile à dévorer. Le 25 janvier 1952, le commandant en chef des forces britanniques ordonnait à la police de la ville d'Ismaïlia de rendre toutes les armes et de partir pour le Caire. Mais les forces de la police de cette ville refusaient catégoriquement cet ordre ignoble. Irrités par le refus, les forces de l'occupation lançaient une attaque horrible contre les forces de la police de la ville, qui n'étaient pas aussi nombreuses qu'elles et qui ne possédaient que des armes très usées. 7000 soldats britanniques assiégeaient la préfecture de la ville d'Ismaïlia et les casernes protégées par 850 soldats égyptiens seulement. Toutefois, les hommes valeureux de la police égyptienne luttaient avec témérité et hardiesse sans rien craindre. Cette bataille injuste mais honorable pour tous les Égyptiens faisait 50 martyrs parmi les forces de la police et des centaines de blessés. La fureur s'empara donc des cœurs de tous les Égyptiens qui brûlaient de l'oppression et de la brutalité des forces de l'occupation. Et en juillet 1952 éclata la révolution qui libéra l'Égypte du joug de l'occupation britannique. Nile TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent.
débat ou analyse, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens. Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, nous allons parler de la révolution du 25 janvier et de la fête de police, certes, qui coïncide, donc qui tombe le même jour. C'est le contraire en fait, puisque le début était avec la fête de la police. On se rappelle tous de 1952 cette date. Mais justement, avant de continuer, j'aimerais justement préciser que nous venons de regarder un commentaire sur la fête de la police, non pas sur la révolution du 25 janvier, que nous allons suivre un peu plus tard dans cette édition. Donc je vous rappelle que le 25 janvier marque la fête de la police, donc une date qui correspond aux événements survenus en 1952 à Ismaïlia. Les forces de la police égyptienne avaient donc à cette date refusé de rendre leurs armes aux forces de l'occupation, ou plutôt aux forces coloniales britanniques, refus qui a donc été suivi par des affrontements qui avaient fait 50 morts et 80 blessés dans les rangs de la police égyptienne. Nous allons parler en détail de cette fête, de son histoire, mais aussi du mot du chef de l'État adressé
en force de sécurité à cette occasion. Mais justement, certes, nous allons aussi parler de la révolution du 25 janvier. Donc demain, c'est le 5e anniversaire de cette révolution. Et pour parler de ces deux sujets, de ces deux dossiers, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Amr Hamed. Bonsoir Dr Amr Hamed, vous êtes professeur d'économie à l'Académie arabe des sciences maritimes. Bonsoir, vous êtes le bienvenu. Et monsieur le général Ibrahim Chokri, vous êtes professeur à l'Académie de police et vous êtes aussi analyste stratégique. Bonsoir, vous êtes le bienvenu. Bonne fête aussi à vous, puisque la fête de la police, vous faites partie de ce corps, certainement. Bonsoir et merci aussi félicitations pour tout le peuple égyptien. Certainement, félicitations. Donc j'aimerais justement commencer avec le mot du chef de l'État adressé à la nation aujourd'hui à l'occasion de la révolution du 25 janvier. Il a certainement insisté sur le rôle de la jeunesse, sa place dans l'avenir. Il a aussi rendu hommage aux âmes des martyrs et leur certainement rôle dans la révolution du 25 janvier. Qu'est-ce qui vous a attiré le plus, Général Chokri, dans le mot du chef de l'État? Vous voyez, le président de la République, il a parlé de discours hier et ce matin. J'ai commencé avec le discours d'aujourd'hui, puis nous allons retourner à... Oui, si on parle du discours de ce matin, c'était consacré pour la révolution du 25 janvier. C'est une révolution qui est avouée par le peuple égyptien et c'est une révolution qui est citée dans la constitution égyptienne. Et je dis ça au début parce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas une révolution qui est avouée par l'Égyptien, non, c'est une révolution qui était destinée et citée dans la constitution égyptienne. Si on voit les jeunes qui sont devenus des martyrs au niveau de cette révolution, qui a commencé par le 25 juin, mais qui a pris son augmentation supérieure, c'était le 28 juin, c'est l'affaire la plus énorme. Donc les jeunes qui ont perdu eux-mêmes, qui se sont perdus, qui sont devenus des martyrs, ils se sont sacrifiés pour des principes très intéressants dans la vie des Égyptiens. On n'oublie pas les insignes qui étaient lancés par les révolutionnaires, qu'ils veulent le pain, ils veulent la liberté, ils veulent l'égalité ou la justice sociale. Très bien. Si je me rate, il y avait un petit détail dans le discours du chef de l'État qui, tout en rendant hommage aux âmes des martyrs, il a précisé que cette révolution a dévié un petit peu de son chemin, non à cause de ses acteurs, mais surtout à cause d'autres groupes qui ont voulu profiter pour leur propre compte ou leur profit personnel de cette révolution. On revient toujours à ces groupes, au terrorisme donc, plus ou moins. Oui, bien. Au commencement, tout respect et appréciation pour les âmes des martyrs. Premièrement, les martyrs du peuple égyptien, puis les martyrs de la police et de l'armée aussi. Quand on parle du 25 janvier, premièrement, c'est la révolution. Et sans le 25 janvier, ce n'était pas possible d'arriver au 30 juin. Ça c'est très important d'établir au commencement. Et aussi, 25 janvier, c'est le jour de la police aussi. Mais si on parle du jour de la police, il ne faut pas oublier que le jour de la police, 25 janvier, qui était dans les coulisses du commencement, qui était le ministère du police, le ministère de l'Intérieur, quand on avait l'incident du 25 janvier. D'accord. Monsieur Serageddine. C'était Fouad Bacha Serageddine. C'était un civil. Il n'était pas un policier, il n'appartient pas à l'armée. Ça, c'est très important. Parce que depuis le temps de Fouad Bacha Serageddine jusqu'à maintenant, on n'a pas vu un civil qui est devenu ministre de l'Intérieur. Pourquoi pas? C'est le temps peut-être de penser dans cette direction. Pour venir à votre question maintenant, les frères musulmans, ils ont kidnappé la révolution du 25 janvier, mais c'est seulement pour une année seulement. C'était une année seulement. Et où sont maintenant les frères musulmans? Ils sont disparus. Ils ne sont pas là. Bon, peut-être ils ne sont pas disparus, mais moi je pense que
c'est fini les frères musulmans. La question c'est que qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on s'est terminé avec les frères musulmans jusqu'à maintenant? L'Égypte, c'est pas seulement, il ne faut pas dire qu'un an de pouvoir pour les frères musulmans a détruit l'Égypte. Parce que le problème de l'Égypte a commencé depuis 1952 et jusqu'à maintenant. Où sommes-nous maintenant? C'est ça la question qui est très importante. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les 3 ou 4 années jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui se passait pour le taux du livre égyptien? Qu'est-ce qui se passait à propos de la pauvreté? Qu'est-ce qui s'est passé à propos de l'égalité entre les riches et les pauvres? Toutes ces questions sont très importantes. Mais plutôt, la question va être, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on est sur les rails où vous trouvez que c'est piétine encore? Certainement, certes, vous parlez par exemple de l'héritage de 30 années peut-être, des 30 dernières années, mais certains parlent surtout du poids des 4 dernières années ou des 5 dernières années. Certainement, il y a toujours le poids des 30 années qui ont précédé cela, mais peut-être l'impact direct de ces années a été très clair au cours des 4 dernières années. C'est ça? Le problème, c'est que moi, je peux seulement penser avec les chiffres. D'accord. Les chiffres qui sont là, qu'on peut toucher. Ça, c'est très important. La destruction de l'Égypte, peut-être, il n'a pas commencé en 1952, mais c'est sûr que ça a commencé depuis 1967 jusqu'à maintenant. Alors, si on va parler de ce qui va se passer dans les 2, 3, 5, 10 années qui vont venir à l'avenir, peut-être. C'est toujours très agréable de rêver. Mais c'est très important d'examiner ce qui se passe aujourd'hui. Très bien. Le général Choukri, Dr Hamad préfère plutôt de parler de chiffres. Il a utilisé le mot rêve. Est-ce qu'on peut parler autrement, c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler de plan, c'est-à-dire pour les 10 prochaines années, est-ce que les plans mis en place, il s'agit de rêves ou de plans qui vont être mis en exécution? Pourquoi on parle de cela? Parce qu'aussi aujourd'hui, le chef de l'État a parlé des efforts déployés par l'État pour répondre aux aspirations du peuple égyptien. À plusieurs reprises, il a précisé qu'il était au courant du poids du quotidien, mais que ça prend un peu de temps. Aujourd'hui, il a surtout parlé des projets grandios, les projets de développement, certainement. Est-ce que vous êtes optimiste? Quelle est l'importance de revenir à ces projets, à rappeler un petit peu le peuple qui souffre un petit peu, peut-être aujourd'hui, du point de vue plutôt économique, par rapport au discours du chef de l'État? Bon, en principe, il y a quelques points dont je suis d'accord avec notre chef docteur, mais en général, je suis aussi optimiste. Mais le problème, c'est pas ça seulement. Le problème, que tu es devant une population qui a dépassé les 90 millions d'habitants. Donc, l'année 1952, nous n'étions pas comme ça, même pas la moitié. Et la différence aussi, que les ressources qui se trouvent dans notre pays étaient différemment, et aussi les moyens de gagner, ou de gagner les ressources nationales, ou de gagner le pain quotidien de chaque Égyptien étaient différents. Aussi, les technologies sont changées, l'industrie a changé, même les théories qui touchent la vie quotidienne concernant la finance, concernant l'économie, ont déjà été développées. Donc vous voyez, nous sommes dans une situation complètement différente et aussi une situation d'un grand nombre d'habitants, et n'oubliez pas qu'il y a un grand taux de chômage. Deuxièmement, si vous prenez une situation pareille, il faut prendre en considération la situation globale, c'est-à-dire la situation à l'extérieur. Le monde entier souffre, il y a des guerres partout autour de nous, il y a aussi des grands conflits, il y a aussi des conflits du point de vue politique à l'intérieur de chaque pays. Donc comment on peut faire une sorte d'avance du point de vue économique ou autre ou financière sans avoir coopération avec nos voisins? Alors les voisins aussi sont dans une situation déséquilibrée. Troisièmement, il faut prendre aussi en considération que la coopération internationale
le chemin de la coopération internationale a changé. L'année 2016, c'est différent que l'année 52. Les forces internationales sont changées, les alliances internationales sont changées. Cinquièmement, je ne sais pas si le quatrième ou cinquièmement, je veux parler aussi de la vie sociale des Égyptiens. Ça a augmenté, ça a développé, ça a changé. Aussi, il y a des Égyptiens qui ont pris des postes, des travail, des études, mais aussi il y a un grand problème concernant l'éducation en Égypte, surtout l'éducation technique qui peut nous former un peuple qui est un peuple producteur. Donc, tous ces points, en ensemble, en global, aussi touchent pour moi, pour mon métier, ma carrière, touchent la sécurité. Très bien. Si jamais on a avancé sur ce niveau social ou économique ou financier ou de travail ou de chômage, etc., on aura bien changé positivement sur le niveau sécuritaire, soit à l'intérieur de notre pays, soit à l'extérieur. Donc les défis sont changés, sont augmentés, et ça c'est le grand problème que nous sommes en face. Si notre président de la République a présenté des projets et aussi le gouvernement essaye de faire tous ces efforts, ça veut dire qu'il fait tout ce qu'il est possible devant lui. On a confiance dans notre dirigeant qui dirige notre pays, on a confiance qu'il veut notre bien, mais aussi les défis sont très grands. Tenez comme un simple exemple le discours du président de la République hier au sein de l'Académie de police, là où j'appartiens aussi, il a dit, franchement, je ne veux pas s'intervenir dans le travail de l'autorité législative, bien sûr. Oui. Parce que le Parlement a refusé la loi sur oui, c'est ça. Le service social. Oui, donc cette loi que le Parlement... Service civil plutôt, le service civil. Oui, quand le Parlement a refusé cette loi, bien sûr, les membres du Parlement, c'est-à-dire les députés, ils ont le droit de faire ça, ils ont le droit de refuser. Et lui, le président, ne veut pas commander ça, c'est-à-dire ni dire oui ou non. Il n'est ni pour ni contre. Mais il a seulement tiré l'attention sur un point très intéressant, que l'État ou le gouvernement n'a pas besoin qu'un seulement, peut-être million de fonctionnaires. Or, nous avons plus que 10 millions. Donc, comment on peut améliorer notre vie quotidienne avec ce grand chiffre des fonctionnaires de l'État, du gouvernement, qui font un travail qui doit être de nouveau révisé et être étudié parce que ce travail, est-ce qu'il est efficace pour nous ou non? Voilà, là aussi, est-ce qu'on peut parler de tout un processus, parce que aussi c'est difficile, c'est pas très facile du jour au lendemain de changer le corps administratif du pays, peut-être tout comme de toucher les fruits du développement si c'est possible, c'est-à-dire qu'il s'agit sur les deux plans de tout un processus. Mais là aussi, je rappelle le mot du chef de l'État qui a salué le peuple pour avoir achevé ou accompli la feuille du route tout en choisissant son Parlement. Il a aussi en fait demandé aux députés d'être à la hauteur des responsabilités et du rôle qui leur est imputé par le peuple. Là aussi, on parle de politique plus ou moins. Comment est-ce que vous trouvez la question de processus et la question aussi une fois la feuille de route achevée, on peut vraiment démarrer ou avancer un peu plus vite? La feuille de route a été achevée, ça c'est vrai. Mais on ne veut pas maintenant discuter le Parlement et les membres du Parlement parce que c'est un sujet qui n'est pas peut-être... on va en discuter plus tard, ça. Peut-être oui. Mais le problème c'est que, est-ce que c'est facile ou très difficile d'achever le développement économique? Par exemple, parlons du Chine, par exemple, parce qu'on avait cette semaine le président du Chine qui visitait ici. Et on va revenir aussi à cette visite. Bien, alors si on compare très vite la situation au Chine avec la situation en Égypte, qu'est-ce que la Chine a achevé pendant 10 années? Et est-ce que c'est possible de répéter l'expérience du Chine ou bien de l'Inde? De l'Inde aussi. Bien sûr. Et pourquoi pas? Et la Chine est un des pays, c'est le pays le plus populeux du monde. Et ils ont achevé beaucoup de résultats. Alors, c'est pour cela que je veux encore une fois dire que les chiffres qu'on achève sont très importants. Mais si on va parler des plans dans le futur,
Je ne peux pas. Mais est-ce qu'on peut parler de chiffres sans penser de plans? Bien sûr, mais le problème c'est que... Donc, est-ce que les plans actuels sont plutôt positifs? Est-ce que c'est promettant ou non? On est plutôt loin. Comment vous voyez l'actualité? Notre but comme économiste est de mettre les plans pour le futur. Mais où est le base? On doit avoir une base solide. Ça, c'est le problème. Qu'il n'y a pas une base solide. Comme je viens de dire, quel est le taux du livre égyptien? Est-ce que ça augmente ou bien ça va en bas? S'il est stable, est-ce que c'est positif ou non? Bien sûr, si c'est stable, c'est positif. Bien sûr, oui. Est-ce que vous voyez dans l'avenir proche que, par exemple, le taux de la livre égyptienne peut changer, peut un petit peu augmenter face aux devises étrangères, face au dollar? Non. Non, c'est très difficile. C'est très difficile d'estimer qu'est-ce qui va se passer. Je ne peux pas, même je ne peux pas vous donner mon idée personnelle quand on parle sur les écrans comme ça. Parce que peut-être c'est pas... D'accord. mais c'est très difficile, vraiment c'est très difficile, même pour quelqu'un qui a étudié l'économie. Maintenant, la direction du livre égyptien n'est pas basée sur des paramètres économiques. C'est plus basé sur des paramètres que je ne peux pas contrôler comme économiste. Politique, social. D'accord. De toute façon... Est-ce qu'on peut revenir à ce point? Vous pouvez commenter justement, mais je vous propose en fait tout de suite de suivre avec nous un commentaire sur la évolution du 25 janvier pour qu'on ne s'éloigne pas, puisque c'était prévu donc de suivre ce commentaire au début de l'émission, mais la faute en a mis la fête de la police. Donc je vous propose tout de suite de suivre avec nous un commentaire sur la fête ou sur la révolution plutôt du 25 janvier, à quel point cette révolution a changé l'Égypte ou le pays. Tout de suite un commentaire signé Dalia Kalam. Il y a 5 ans, le 25 janvier et jusqu'au 11 février, les Égyptiens étaient sortis sur la place Tahrir pour protester. Le mouvement se propage et mène à la destitution du chef de l'État. Les manifestants par dizaines de milliers n'auraient assurément pas, au début de leur mouvement, imaginé une telle chute du président qui a gouverné le pays pendant une trentaine d'années. La révolution l'a chassé du palais et l'a placé en prison. C'est d'ailleurs le changement majeur qu'aurait produit cette révolution dans la société égyptienne. Pour la première fois, les Égyptiens sont devenus partie prenante de l'équation du pouvoir. C'est la première fois depuis la fondation de l'Égypte moderne par Mohamed Ali que le changement à la tête du pouvoir se fait du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas à travers les appareils de l'État ou la famille régnante, comme l'expliquent les chercheurs. C'est peut-être même une première dans l'histoire de l'Égypte tout court. Jamais les Égyptiens n'étaient partie prenante dans l'intronisation ou la destitution de la tête du pouvoir. C'est l'accomplissement de janvier et c'est irréversible. Preuve en est la récente déclaration du président de la République à l'occasion d'un meeting célébrant la naissance du prophète. Ce dernier a affirmé que si le peuple veut mon départ, je partirai sans manifestation. Un président qui était à la tête de la plus forte institution se dit prêt à abandonner le pouvoir si c'est la volonté du peuple. En effet, sous Moubarak, les Égyptiens étaient placés à l'écart de la politique. Le régime les prenait à la légère et eux avaient choisi de subir. Ceci se traduisait surtout par une forte abstention dans presque toutes les échéances électorales. Partisans et opposants du régime actuel s'accordent sur ce constat. Le caractère sacré du dirigeant est tombé. Selon les politologues, l'idée du contentement permanent du peuple vis-à-vis du président n'y est plus. Cette situation qui prévalait sous Moubarak et qui n'était pas due à une satisfaction de sa performance, mais à une absence de l'exaspération, a été brisée. Aujourd'hui, les Égyptiens comprennent que leur voix compte et qu'elle coûte cher en plus. Ils ont fait tomber un premier président en 2011, puis un second 2 ans plus tard. Le 25 janvier a ainsi marqué le retour des Égyptiens sur la scène en disant « Attention, dorénavant, c'est notre affaire. Le régime n'a plus la haute main sur le citoyen. » Général Choukli, vous avez un commentaire sur les propos de Dr Amr Hamed, peut-être sur le point économique. Donc, pour un retour aux exemples que le docteur a donnés concernant les Chinois, les Indes, même Singapour ou autres, nous avons vu la situation, ces pays-là, ces peuples, comment ils se sont
développé, c'est-à-dire ils ont changé leur domaine de vie, ils ont changé la situation économique et financière. Moi, lorsqu'on a étudié à l'université la direction ou la gestion, puisque mon magistère aussi c'est dans le domaine des droits des affaires internationales, comment faire des affaires internationales, comment faire la gestion, on nous a appris quelque chose de très important, un principe, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la volonté et le vouloir. Et bien sûr, est-ce que nous avons une volonté de devenir les meilleurs? C'est une question qu'on doit se poser. Et aussi, comment pouvoir, c'est-à-dire comment être capable de pratiquer ce que nous voulons. Voilà, de réaliser bien sûr. rêves. D'accord. Et ça, c'était une grande question. Et ça, c'est le défi devant le peuple égyptien. Moi, je vois souvent des jeunes, des Égyptiens, même des grands, qui n'ont ni la volonté, ni la capacité, ou bien ils ont une et n'ont pas l'autre. Donc, il faut avoir les deux ensemble. Et les Égyptiens, est-ce qu'ils veulent devenir un pays très grand, très fort ou non? Est-ce qu'ils veulent passer dans une phase supérieure, oui ou non? Est-ce qu'ils veulent s'augmenter, oui ou non? Le seul chemin, de mon point de vue, c'est la production. Quelles sont les productions égyptiennes que vous pouvez présenter au monde international afin de gagner une grande somme, afin de renouveler la vie et aussi réaugmenter de nouveau? C'est-à-dire, on ne doit pas souvent prendre de l'argent ou des sommes internationales de l'étranger, mais aussi il doit y avoir une sorte de production distinguée à la main des Égyptiens. Vous voyez, ça c'est le défi devant notre peuple. La volonté et la capacité de faire ça. D'accord. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de pouvoir réaliser aussi, vous avez mentionné les jeunes, vous trouvez que peut-être pour certains, ils n'ont pas la volonté, peut-être, mais aussi le chef de l'État, à chaque occasion, il insiste sur le rôle de la jeunesse et sur les jeunes. Et aussi, il insiste à l'importance qu'il accorde à ces jeunes et leur présence, leur place dans l'avenir. Aussi, en parlant, en débutant ou en commençant ce mot aujourd'hui, il a insisté sur le rôle qu'a joué les jeunes, donc qui ont sacrifié leurs âmes et leurs esprits pour le bien de la nation, pour la stabilité de la nation, pour avoir un meilleur avenir pour tout le monde. Ici en Égypte, il a rendu hommage à ces jeunes. Hier aussi, il a rendu hommage aux martyrs de la police. Il a insisté sur le rôle de la femme, c'est-à-dire les composants de la société égyptienne. On a trouvé aussi qu'il était très ému. Il y avait les familles de ces martyrs tout autour de lui. C'est-à-dire, il a aussi insisté sur le fait que le pays ne va jamais oublier ses fils et ses enfants qui se sont sacrifiés. Donc, est-ce qu'avec ceci ou des images pareilles, est-ce que la jeunesse peut être un peu encouragée ou non? Moi, je vais vous dire franchement, je suis d'accord totalement avec mon président. Bien sûr, il a encouragé, il a donné hommage, etc. Lui, il a fait ce qu'il voulait faire. Mais, réciproquement, qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes? Souvent, il parle avec les jeunes, il leur invite aussi à participer dans la vie quotidienne, à produire quelque chose de nouveau, à inventer. Il veut les aider. Mais aussi, on trouve une grande somme, un grand total du peuple, des jeunes, qui ne veut pas bouger. C'est une vérité que vous voyez même dans les rues, chaque matin. Je vais vous dire franchement, on va reculer un peu. Lorsque nous étions assis sur ce plateau, en parlant de l'affaire des élections du Parlement. On a insisté que les jeunes, s'il vous plaît, participez, parce qu'on ne vous supplie pas de participer, mais on vous dit seulement de participer pour que vous aurez la chance de choisir bien vos députés. Et à la fin, nous avons reçu ce Parlement. Ils sont bien respectueux. Peut-être qu'il y a des erreurs. Je n'ai pas le droit de commander ou gouverner, mais quand même, je suis un membre du peuple qui a voté et qui a choisi. Et heureusement, dans ma région, dans un électoral, que la personne que j'ai choisie, moi et la plupart des participants, c'est celui qui a passé, qui est notre représentant à l'intérieur de l'Assemblée maintenant. Mais il y a d'autres qui ne sont pas les mêmes, parce que les jeunes n'ont pas participé. Je vous donne un seul exemple, c'est l'exemple des élections. Il y a des jeunes qui n'ont pas participé. Et quand je rencontre ces gens-là, je leur pose la question, ou bien eux-mêmes, ils me posent la question, qu'ils veulent connaître la vérité.
Je leur dis franchement, pourquoi vous n'avez pas participé? Ils ne donnent pas des réponses décisives ou bien des réponses qui me conviennent. C'est-à-dire, ils ne veulent pas participer seulement. Et la situation, s'ils ne participent pas à ça, est-ce qu'ils vont participer à la production, à l'industrie, à la technologie, aux études, etc., etc. De toute façon, on espère ne pas vraiment retourner en arrière sur le dossier du Parlement et comment ça a été formé et qui a participé, qui n'a pas participé. Peut-être l'important aujourd'hui et selon les circonstances actuelles, et ça c'est notre Parlement, on espère bien qu'il va réaliser le but ou les aspirations du peuple égyptien. Je veux revenir, Dr Mohamed, aujourd'hui lorsqu'on parle un petit peu économie, si vous avez parlé de rêve, aujourd'hui aussi il y a les défis, il y a le terrorisme et il y a aussi la corruption. Aussi le chef de l'État a parlé de corruption et que l'État essaye de lutter contre, tout comme l'État lutte contre le terrorisme, il essaye aussi de lutter contre la corruption, mais apparemment c'est très lourd, le fardeau n'est pas facile. Comment est-ce qu'on peut vraiment progresser, avancer et tout en essayant en fait de mettre fin ou de freiner un petit peu la corruption? C'est très difficile de mettre fin aux corruptions, mais on essaie de réduire la corruption parce que dans tous les pays, il y a un degré de corruption. Bien sûr, en Égypte, la corruption est maximum. Mais si on parle de cet sujet avec le sujet des jeunes, bien sûr aussi que l'espoir de l'Égypte, c'est dans les jeunes. Bien sûr. Mais pourquoi les jeunes ne participent pas comme Monsieur le Général a demandé, parce que moi, je suis en contact avec les jeunes à l'université et mes enfants aussi. Les jeunes, ils sont... Pourquoi ils ne participent pas? Il y a beaucoup de jeunes qui participent, mais ceux qui ne participent pas, premièrement, ils ont perdu un peu la loyauté. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent maintenant à quitter le pays. Ils pensent à l'extérieur. Exactement. Je suis sûr que vous savez. Lorsqu'on parle de jeunes, d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, vous parlez de quelle jeunesse, de quelle tranche sociale ou de la jeunesse en général? De la jeunesse en général. Les pauvres, ils se jettent dans la mer ils meurent dans la mer à la recherche, oui. À la recherche, exactement, du pain, de la vie. De leur quotidien, oui. Et ceux qui sont, disons, les classes un peu favorisés, ils pensent aussi de quitter. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu, ça c'est très important, ils ont perdu la loyauté, l'identité égyptienne. C'est pas le contraire, c'est-à-dire, c'est très sérieux ce que vous dites, c'est-à-dire en fait, ils ont perdu leur loyauté. C'est pas le contraire. Pourquoi? La question c'est pourquoi. Peut-être s'ils souffrent, bien sûr, ils souffrent. Et ceux qui ne souffrent pas, ils ont perdu l'identité. Ils vivent ici en Égypte, mais c'est pas comme notre génération. Pas du tout. C'est tout à fait différent. Peut-être le docteur veut dire que chacun souffre à sa façon. Les pauvres souffrent à leur façon parce qu'ils cherchent le sou. Et les riches souffrent aussi parce qu'ils cherchent peut-être la liberté, etc. Il y a beaucoup de choses. Comment les ramener sur les rails? Le problème commun, c'est que les deux, ils ont perdu la confiance, peut-être. La confiance dans la société. Dans la société. Et la réponse maintenant, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont toujours, dépressés. Ils sont toujours dépressés. Et quand il y a quelque chose comme ça qui existe dans une société, c'est très important pour le régime d'explorer ce qui se passe, de trouver pourquoi. Ça, c'est très important. Si je prends l'exemple de la police, si vous me permettez. Oui, bien sûr. La relation entre la police et le peuple. Jusqu'à maintenant, il y a un problème. Moi, personnellement, je respecte beaucoup les âmes des martyrs de la police. Mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce que la police a fait pour réétablir la relation avec le peuple? Où est la police maintenant dans les rues? On ne le trouve pas. Moi, ils ne sont pas dans les rues. Et même s'ils n'existent pas comme avant 2011.
le problème du trafic qui est très important pour la population de l'Égypte. Et le police du trafic ne sont pas là. Je vais revenir en fait à... Là, je veux dire quelque chose. Le problème, c'est qu'on doit... C'est le temps pour le police, le ministère de l'Intérieur, d'établir quelque chose pour changer un peu la mentalité de la part... C'est très difficile de changer la mentalité du population, parce qu'on parle de 90 millions. Oui. Mais c'est plus facile d'essayer de, je ne peux peut-être pas changer, mais développer un peu la mentalité de la police, comment agir avec le peuple. Ça c'est très important. Bon, c'est un message à l'occasion peut-être de leur fête, de revoir, si vous le voulez, revoir un petit peu leur stratégie, si vous le voulez, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, puis, puisque c'est l'économie, de toute façon, qui pèse, certainement on parle de terrorisme et tout cela, mais et puisque aussi vous avez mentionné la Chine comme exemple, donc un pays qui a réalisé des développements sur presque tous les plans, au moins économiques, sociaux, sans parler trop peut-être de politique, mais de toute façon, je vous propose de suivre avec nous un commentaire sur la dernière visite du président chinois en Égypte. Il s'est entretenu avec le président Abdel Fattah el-Sisi, donc le président chinois Xi Jinping. Donc des accords commerciaux ont été signés entre les deux pays, des accords donc d'un montant de 15 milliards de dollars et aussi une aide financière d'1 milliard de dollars à l'Égypte. Tout de suite, un commentaire signé d'Alia Karam et on se retrouve juste après. Le Caire et Pékin renforcent leur coopération économique. Le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi ce jeudi au Caire. L'occasion de paraffer plusieurs accords bilatéraux d'une valeur de 15 milliards de dollars. Ces contrats portent sur 15 projets, principalement dans les secteurs comme l'électricité, le transport et les infrastructures, ont précisé les deux présidents dans une déclaration conjointe. Ces projets vont donner un nouvel élan au développement économique en Égypte, ont-ils ajouté. Les accords économiques signés entre la Chine et l'Égypte devraient marquer le début d'une coopération stratégique, ont souligné le président Jinping et el-Sisi. Selon les économistes, la Chine s'intéresse à l'Égypte comme tête de pont lui permettant de rayonner sur l'Afrique du Nord et de l'Est ainsi que le reste du monde arabe. Pékin est notamment intéressé par une zone industrielle sur le canal de Suez où elle a déjà investi 500 millions de dollars. Des investissements destinés à quintupler selon les experts. La Chine veut créer une zone industrielle et un hub commercial sur le canal de Suez. Elle dévance ainsi la plupart des investisseurs internationaux potentiels. Avec ses 90 millions d'habitants, l'Égypte dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et bon marché, mais souffre d'un manque d'investissement et du savoir-faire dont dispose la Chine. L'Égypte avait été le premier pays arabe à reconnaître la Chine populaire il y a 60 ans. La Chine a par ailleurs accordé un crédit d'1,7 milliard de dollars, soit 1,5 milliard d'euros au secteur bancaire égyptien, dont 1 milliard pour la seule banque centrale dont les réserves en devises étrangères ont fondu de moitié depuis la révolution de 2011. M. Xi a entamé dans la soirée du mercredi 20 janvier une visite en Égypte dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient qu'il a ensuite conduit en Arabie Saoudite puis en Iran, où la récente levée des sanctions internationales suite à un accord nucléaire historique ouvre des perspectives économiques prometteuses aux entreprises étrangères. Le Moyen-Orient, qui est l'un des principaux fournisseurs de la Chine en hydrocarbures, représente un point d'ancrage de la stratégie chinoise consistant à créer un espace économique qui irait de la Chine à l'Afrique en passant par l'Inde et le Moyen-Orient. Et voilà, et on va revenir sur la Chine, en fait, comme exemple, pas tout à fait en détail sur la visite, puisqu'il ne nous reste plus assez de temps, mais justement, on parlait de la police juste après ce commentaire, et le général Ibrahim Choukri, puisque aussi c'est sa fête aujourd'hui, il a justement un commentaire. Oui, puisque notre chef docteur a parlé de la police, je suis là, donc je dois expliquer quelques petits points. Donc moi, en venant de chez moi jusqu'ici au studio, j'ai remarqué plusieurs véhicules, plusieurs présences de la police. Je dis ça franchement pas parce que je suis général de la police. Donc il y a une présence aussi de la police qui a changé. De toute façon, aujourd'hui, c'est toujours pas en contradiction à ce que vous dites ou à ce que Dr Hamed le mentionne aujourd'hui et demain et après-demain. Donc les forces de l'ordre sont certainement... Non, je parle de la situation. Si vous voulez comparer la situation de la police, vous comparez entre 28 janvier
2011 et maintenant. C'est ça la comparaison. Donc je crois que les points sont plus en plus positifs. Vous ne comparez pas la police avec autre phase. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, si on parle aussi des problèmes de trafic, la plupart des études et des statistiques ont prouvé que le problème de trafic, c'est un problème social de la mentalité des gens, de la culture des gens, de la même politesse des gens. C'est-à-dire, on peut mettre dans chaque région, moi je viens de Madi, loin, je passe par 7 ou 8 feux rouges et verts, et je trouve les policiers qui se trouvent de trafic. Mais le problème que je vois, des situations qui ne sont pas normales, des conducteurs de véhicules, des divers véhicules que vous trouvez, c'est, comment on dit, c'est la mentalité, c'est la culture des Égyptiens, il faut la changer elle-même. Et quand vous voyez un Égyptien ici qui ne respecte pas la loi, tandis que lorsqu'il part à l'étranger, soit dans les pays de Golfe, j'ai visité là-bas, soit en France, où j'ai visité, je trouve qu'ils sont tellement respectueux, les Égyptiens eux-mêmes, hein, ils respectent la loi. Et j'ai posé la question aux gens, pourquoi vous faites ça à l'étranger? Et ils disent, et ils n'ont pas donné une réponse. Oui. Donc, moi, je trouve que le problème essentiel, et ça a relation aussi avec l'affaire économique que vous venez de parler. Justement, je veux revenir justement à ce point, parce que ça fait partie de tout un processus pour réaliser le développement. Notre comportement c'est un problème, Donna, si vous permettez, Madame Donna. L'attitude. C'est un problème culturel du peuple qui ne veut pas changer ses attitudes. Mais aussi, il y a des policiers partout, il y a des caméras partout. Il y a aussi des attaques de police contre les criminels dans diverses régions. Et il y a aussi, mais les martyrs, d'où est-ce qu'ils viennent? Mais aussi, on ne peut pas négliger leur sacrifice, certainement aujourd'hui, lorsqu'on parle de la police, par exemple, des forces de sécurité, lorsqu'on parle de leurs efforts et leurs sacrifices tellement importants, on peut aussi parler aussi de ce que peut-être on leur demande, peut-être il y a aussi ce qui doit être achevé. Donc ça fait aussi de tout un processus. On est sur la bonne voie, j'espère. On espère tous qu'on est sur la bonne voie. On réalise des progrès dans tous les domaines, petit à petit peut-être, mais on est sur le bon chemin. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la culture, vous avez parlé de la culture du peuple, est-ce que tout comme, ou à l'exemple de la Chine, est-ce qu'on peut vraiment changer? C'est-à-dire, puisque le tout revient au même, c'est-à-dire... Très vite, parce que je sais qu'on n'a pas du temps. Mais moi, je veux bien sûr, je veux très bien que mon police égyptien sera numéro 1 du monde. Mais comment on va achever ça si le police même ne va pas admettre qu'il y a un problème? On peut le discuter ensemble, bien sûr, mais il faut premièrement admettre qu'il y a un problème. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, comment je peux dire que c'est le problème avec le peuple? Mais on sache très bien que le problème avec le peuple. Mais comme j'ai dit auparavant, qu'est-ce que vous allez faire avec 90 millions? C'est plus facile de corriger quelques mille qui travaillent au ministère de l'Intérieur que corriger 90 millions. On peut travailler avec 10 000 ou 20 000 officiers et soldats pendant 2 ou 3 années. Mais 90 millions, on a besoin de 10 ans de travailler avec eux. Ça, c'est très important. Mais au niveau Je vous laisse répondre justement pour, puisque le temps presse, donc un dernier mot. Oui, au niveau de la culture à l'intérieur de la police, je ne parle pas du peuple. Nous avons au niveau de l'académie de police, on a changé beaucoup de programmes d'études, on a changé beaucoup de livres. Il y a aussi des études concernant le droit de l'homme, le respect, les relations, la communication, tout ça se trouve. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde, peut-être que vous ne connaissez pas ce qui se déroule chez nous à l'académie de police, ou bien au niveau des instituts et des écoles de police qui se trouvent partout la République. Vous êtes toujours invité, vous êtes un cher invité pour voir tout ce qui se passe chez nous à l'académie de police. C'est bien développé, sans viser un date de délai, vous tombez soudain et vous voyez tout ce qui se passe chez nous. Donc il y a un changement. Ce que je veux dire aussi, qu'il y a une sorte de développement positif, peut-être ça prend du temps. Mais aussi, ça va passer au mieux. C'est-à-dire, on ne recule pas, on avance. Très bien. Beaucoup a été réalisé et peut-être encore plus à réaliser donc dans l'avenir. Je vous remercie infiniment, Général Brahim Chokri. Vous êtes professeur à l'Académie de police et vous êtes aussi analyste stratégique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir et merci à vous aussi, Dr Amr Hamed. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Académie arabe des sciences maritimes. Merci aussi à vous, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous.